Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette session. On va essayer de vous parler de Carrefour et surtout comment est-ce que Carrefour arrive à combiner tous ses produits pour arriver à optimiser ses ventes. Et on va voir que c'est surtout pour éviter de perdre des ventes. Une petite introduction, je suis Guillaume Blaquière, je suis Google Developer Expert donc, sur le cloud, mais je suis aussi groupe data architecte chez Carrefour et donc j'ai travaillé avec Alexandre sur le sujet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous, alors moi c'est Alexandre Duhamel, je suis groupe data scientist chez Carrefour. Du coup j'interviens dans le développement des produits data science au sein de Carrefour et j'interviens aussi dans la globalisation des produits data science pour les autres pays du groupe. Alors le sujet d'aujourd'hui est... Enfin, moi j'ai rejoint Carrefour il y a un peu plus de 6 mois et j'ai toujours trouvé quelque chose d'assez magique chez dans les grandes surfaces. Quand on est dans les grandes surfaces ou des petites surfaces, vous y allez et vous trouvez toujours tout ce que vous voulez. Vous avez une grande surface, vous trouvez peut-être 15 bouteilles de Coca, mais dans une petite surface, une supérette de centre-ville, vous allez trouver 1 ou 2 bouteilles de cola, du Pepsi, du Coca ou autre chose. Et en fait, vous avez toujours tout ce qu'il vous faut parce que les supermarchés, Carrefour entre autres, mais aussi tous les retailers vous connaissent. Et en fait, ils vous connaissent parce que, notamment chez Carrefour, on a beaucoup de magasins, beaucoup de pays. En fait, on a 40 pays dans le monde, donc on a 32 pays franchisés et ce qu'on va appeler 9 pays intégrés, des pays qui appartiennent à Carrefour en propre. On a plus de 14 000 magasins et surtout, on a 80 millions de clients avec des cartes. Donc on sait ce que vous achetez. Quand vous achetez, c'est une famille de 1, 2, 3 personnes, 4 personnes, un chien, un chat. On sait ça grâce à ces cartes de fidélité. Et on a 2 millions de clients tous les jours. Grâce à ça, on arrive à compiler les données, à les croiser, bien sûr anonymiser, vous vous doutez bien, mais on arrive à savoir les produits que vous achetez ensemble. Voilà, vous allez au magasin, vous achetez, je sais pas, vous allez acheter de la bière et des chips, forcément, parce que c'est un apéro, c'est pour le produit que vous prenez ensemble. Mais des fois, il n'y a pas la marque de bière que vous voulez et vous allez prendre autre chose. Et vous allez prendre un produit de substitution qui est un petit peu le même, mais pas exactement vos habitudes que vous prenez habituellement. Ça peut être des promos ou aussi des habitudes qui changent. Vous prenez du premier prix, vous le passez sur du bio, etc., etc. Donc on arrive à vous catégoriser qui vous aimez, enfin, ce que vous aimez, ce que vous prenez habituellement, etc., etc. Il n'y a pas encore qui vous aimez, mais ça pourrait arriver. Et ça, on le fait parce qu'on a plein de données. On a 8 milliards de tickets de caisse. Et forcément, avec 8 milliards de tickets de caisse, on peut savoir plein de choses. Mais pour faire ça, on fait de la big data, on fait des gros processing de data et on a besoin de bras pour faire ça et de têtes. Donc voilà, donc on fait ça, donc on cherche toujours du monde pour faire de la data. Chez nous, chez Carrefour, on a plein d'use cases intéressants et on en a trop d'ailleurs par rapport à ce que l'on peut faire. Mais aujourd'hui, on va vous en présenter un que l'on a mis en œuvre et Alexandre a travaillé au cœur de la solution. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, de comment on a abordé le sujet, on va définir les termes. Donc d'abord, l'assortiment, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le référentiel produit des magasins. C'est vraiment le core business de Carrefour. Quand vous allez dans un magasin et du coup que vous avez à disposition toutes ces références, c'est ça de ce qu'on appelle l'assortiment. Donc à partir de ça, on va définir 2 notions. La largeur de l'assortiment, qui correspond en fait à la diversité de la gamme. Donc si on peut trouver par exemple des pâtes, du soda, etc., plus la diversité de la gamme est étendue, plus la largeur de l'assortiment est conséquente. Par exemple, je sais qu'il y a des talks de Decathlon aussi aujourd'hui. Si on prend la comparaison Carrefour-Decathlon, Carrefour va avoir une largeur d'assortiment très grande comparée à Decathlon qui est spécialisé du coup sur les équipements de sport. Et à contrario, la profondeur de l'assortiment, c'est au sein d'une même gamme, au sein d'un même type de produit, la diversité de nombre de références au sein de cette gamme-là, plus la profondeur sera élevée, plus du coup on aura accès à de références. Donc je reprends le même exemple, Carrefour va être très peu profond, mais parce que du coup il aura une grande largeur, et Decathlon il va être étroit, mais avec une grande profondeur. Enfin, quand même, chez Carrefour, on a 450 références de dentifrice. Donc quand même, en termes de profondeur, c'est quand même pas trop mal. Exactement. Et du coup, pourquoi c'est important ces 2 notions et pourquoi du coup l'optimisation de l'assortiment est importante? Parce que du coup on se base sur une étude américaine qui a été effectuée en 2021 qui est du coup la réponse du client face à l'absence du produit qu'il est venu chercher. Donc là on distingue 3 grosses parties. Par ordre croissante du pire scénario,
quand le client arrive et qu'il n'a pas son produit souhaité, soit il churn, il change de magasin. Du coup, ce qui est, c'est vraiment le pire scénario pour Carrefour, parce que en plus de la perte de chiffre d'affaires sur le produit, c'est vraiment l'ensemble du panier qu'on va perdre. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Ensuite, un peu moins pire, mais qui est quand même dommageable, c'est que le client délaye son achat. Du coup, il va acheter dans le futur. Et dans le meilleur cas, dans le meilleur scénario, en fait, il va substituer, il va reporter son achat sur un produit similaire. Donc vraiment, le cœur du sujet, c'est vraiment de minimiser le pire scénario, le churn de magasin, et en fait de maximiser du coup la dernière partie, vraiment le report de l'achat sur un produit similaire. En fait, si vous prenez un exemple avec votre vraie vie, vous allez dans un magasin, vous voulez acheter du Nutella, parce que vous adorez le Nutella pour faire des crêpes. S'il n'y a pas de Nutella dans le magasin, qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez pas, vous allez voir le magasin en face, ou alors vous choisissez une pâte à tartiner similaire ou autre. Voilà, vraiment, c'est vraiment un use case que vous vivez, je pense, au jour le jour, quand vous allez dans les magasins. Donc maintenant, on va vous montrer comment on a abordé le sujet et quelle approche on a choisi. Du coup, pour vous donner un peu plus de contexte sur l'ensemble du projet, l'Assortment Builder, donc c'est notre solution pour attaquer ce problème-là. C'est un peu un méta-projet, c'est-à-dire que dedans, on va avoir des sous-sujets et des sous-briques qui vont correspondre en fait à un projet pour chaque partie. Mais alors globalement, l'Assortment Builder, l'objectif de ce projet, c'est vraiment d'automatiser du coup 80% des process métiers de mise à l'assortiment. Donc il y a vraiment un axe très automatisation des process. Ensuite, de mettre à disposition aussi un outil collaboratif et ergonomique pour les métiers, pour qu'ils puissent en fait travailler de manière collaborative au sein d'une plateforme un peu centralisée, pour qu'il y ait une vision un peu globale de l'assortiment et pas forcément avoir X process un peu en shadow process dans des Excel en local. Et enfin, d'impulser du coup une approche data-driven, vraiment basée sur de la data science pour répondre à la problématique. Donc ça va être subdivisé en 3 sous-parties. Donc la première partie qui est la définition des unités de besoin, donc après qu'on va nommer UBC, donc qui correspond à unité de besoin client. Le but de ces unités de besoin, c'est vraiment de définir sur l'ensemble des produits à quoi correspond, à quel besoin répond quel produit. Donc c'est vraiment sur la notion de largeur de l'assortiment, c'est vraiment de définir du coup quels sont les X besoins clients distincts qu'on a définis, et du coup quand on va créer l'assortiment, on voudra couvrir en fait le maximum de besoins pour éviter le pire scénario que le client arrive, qu'il ait un besoin et qu'en fait il ne trouve pas en fait une référence qui répond à son besoin. Donc ça c'est vraiment la première partie. La seconde partie du coup, c'est maintenant que j'ai défini théoriquement mes besoins clients, j'ai des contraintes physiques sur le fait que dans mon rayon de soda, je peux mettre 20 références. Donc lesquelles je prends, quelles 20 références je définis au niveau national pour couvrir un maximum, avoir vraiment le compromis entre la largeur de mon assortiment et la profondeur. Donc combien d'unités de besoin client je couvre, et dans ces unités de besoin client, à quelle profondeur je vais. Donc par exemple peut-être sur les sodas, je vais maximiser mes colas par rapport à des jus de fruits, etc. Donc c'est vraiment, ça va vraiment une stratégie. Et enfin, la dernière brique, c'est vraiment ce qu'on appelle le store adapter. C'est vraiment au niveau du magasin, c'est comment je peux personnaliser en fait mon assortiment pour qu'il réponde aux besoins locaux des clients. Donc le cas typique, c'est pour tout ce qui est pet food, pour tout ce qui est nourriture pour chiens. Un magasin qui sera en campagne va plutôt privilégier en fait de la nourriture pour chiens pour des gros chiens, alors que pour les centres-villes, pour les magasins urbains, on va plutôt privilégier de la nourriture pour chiens de petits chiens en fait. Voilà. Donc voilà un peu la décomposition en fait du projet par problématique data science. Et du coup, pour cette présentation, on va principalement se focaliser sur la brique numéro 2, la définition des besoins clients. Donc, avant de rentrer vraiment sur l'implémentation et comment on a traité le sujet, je vais vous présenter un peu les motivations. Donc en fait, on a découpé ça en 3 parties. La première partie, c'est vraiment, à partir d'un scope de produit, d'un périmètre de produit, de définir en fait une similarité de produits. Parce qu'en fait, dans mes unités de besoin client,
enfin pour nous, côté data science, ça va être plutôt des clusters. Donc au sein des clusters, en fait, je veux que tous mes produits soient substituables. Donc la première étape, c'est vraiment de définir en fait une unité de mesure, enfin de similarité entre les produits. Et grâce à cette à cette similarité, ensuite je peux appliquer un algo de clustering et en particulier de hiérarchique pour avoir vraiment toute l'arborescence de quel produit est le plus proche de quel produit. Dès que j'ai toute cette arborescence au sein d'un arbre, ma seconde étape, c'est vraiment de trouver le niveau auquel je coupe pour me dire qu'à partir de ce niveau-là, ça correspond à mon unité de besoin client. Et enfin, comme l'outil est quand même destiné au métier, le but c'est que ça se plug à une interface graphique et pour pouvoir un peu expliquer tout le raisonnement derrière, expliquer l'approche data-driven, on puisse mettre à disposition en fait des KPI métiers plus une caractérisation de l'arbre pour vraiment comprendre la logique. Alors ici, juste parce que le slide est en anglais, ne cherchez pas un acronyme anglais avec UBC. UBC, c'est Unité de besoin client, c'est quand même un acronyme qui est français. Mais chez Carrefour, en fait, tous les pays ont accepté de prendre UBC ou d'utiliser Customer Switchbox, qui est l'équivalent en anglais. Voilà, tous les pays utilisent UBC, voilà, au Brésil, en Espagne ou autre. Voilà, c'est notre langage commun chez Carrefour. Donc maintenant, on va faire un zoom un peu sur chaque étape. Donc vraiment sur la partie similarité, nous on utilise du coup le coefficient de Yule qui correspond en fait à un overlap de population. En fait, on va regarder grâce à nos bases de données qui sont conséquentes sur les transactions, en fait, tous les achats qui ont été encartés, donc qui sont identifiés par la carte de fidélité. Et en fait, on va regarder du coup sur les populations, on va regarder trois axes. La population des clients qui achètent en commun deux produits, ceux qui achètent uniquement un des deux et ceux qui achètent aucun des deux. Et en fait, dès qu'on définit ça, on applique du coup le coefficient de Yule et ça va nous permettre en fait pour chaque paire de produits au sein de mon périmètre de produits d'avoir la similarité. Donc pour chaque paire de produits, on va avoir une notion de similarité entre chaque produit. Et en termes de conclusion, mon Yule, plus il sera proche de 2, plus les produits seront similaires, plus il sera proche de 0, plus ils seront dissimilaires, c'est-à-dire que uniquement un des deux sera acheté, et quand ils seront pas similaires, ça veut dire qu'ils sont décorrélés. Donc il n'y a pas de lien entre les deux. Et tout ça, on le fait grâce à tous nos tickets de caisse que l'on a, nos 8 milliards de tickets de caisse, on arrive à trouver ça. C'est le big data. Okay. Ensuite, seconde étape, du coup, maintenant que j'applique du coup mon clustering hiérarchique, j'ai vraiment toute l'arborescence en fait de ma similarité à travers différents niveaux. Mais du coup, là, le besoin, c'est de se dire à quel niveau je coupe pour vraiment dire que à partir de ce niveau-là, c'est mon cluster, c'est mon unité de besoin. Donc pour ça, on va se baser du coup sur le score de silhouette. Donc le score de silhouette, c'est assez facile. En fait, on veut faire deux choses. On veut maximiser la distance intercluster et on veut minimiser du coup la distance intracluster. Donc pour simplifier, très simple, on veut avoir des clusters très homogènes. Donc c'est-à-dire que au sein du même cluster, on a des produits qui sont similaires, parce que derrière c'est substituable, et on veut que du coup chaque cluster soit bien distinct, donc qu'il y ait la distance entre chaque cluster qui soit maximisée. Donc en fait, pour trouver un peu le seuil de découpe, on va se baser sur la silhouette. Donc en fait là sur le schéma, le ABD sont des produits qui sont similaires, donc ils seront dans la même famille de produits, on peut les substituer. Par contre, ils sont vraiment différents de C et E qui eux sont dans un autre cluster qui est séparé. Et si on avait coupé un peu plus bas, on n'aurait eu que A et D et B, mais du coup ça aurait fait 3 unités de besoin clients, mais c'est trop granulaire pour nous. Et enfin, dernière étape, on veut du coup pouvoir l'expliquer du coup à l'utilisateur. Donc là, c'est la partie un peu délicate, parce que du coup, l'arbre, il est construit à partir du score de Yule, et on peut pas expliquer en fait la logique de l'arbre aux utilisateurs avec des overlaps de population. C'est difficilement compréhensible et c'est pas.
c'est difficilement compréhensible pour le métier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par un proxy et au lieu de passer par le score de Joule, on va regarder la sémantique. Et en fait, sur mon arborescence, je vais prendre chaque nœud, je vais regarder tous les produits qui le composent et on va regarder un peu par analyse un peu textuelle, un peu par la fréquence d'apparition, en fait, tout ce qui caractérise en fait le nœud. Donc on va regarder par rapport au produit tout ce qui va être la description du produit, la marque auquel il est associé, son format, la quantité, etc. Et ça, on va a posteriori du coup de l'algorithme définir pour chaque nœud du coup un nom ou des clés de lecture. Donc c'est un peu comme du NLP. Oui, voilà. Grosso modo. Ok. C'est le début du NLP. Voilà. Je suis pas data scientist, hein, c'est pour ça que. Ok, donc maintenant on va parler un petit peu de l'architecture, de comment est-ce qu'on a fait ça et comment est-ce qu'on l'a mis en place pour nos utilisateurs chez Carrefour, nos utilisateurs internes, parce que c'est un produit interne pour optimiser nos process. Donc avant de parler vraiment de l'architecture, je veux juste rappeler que Carrefour et Google ont fait un partenariat stratégique en 2018. Donc je parle de Google parce que ça va être du Google Workspace, ça va être du Google Ads, ça va être du Google Cloud. Donc voilà, il y a un gros partenariat entre Carrefour et Google Cloud. Donc forcément, nos solutions vont partir sur du Google Cloud. Mais on n'a pas que ça. On a aussi Azure comme cloud provider pour deux raisons. La première, c'est les achats, parce que si avec les achats, on n'a pas deux compétiteurs, bah, ils nous cassent un peu les pieds. Donc là, c'est bon, on a deux, donc c'est cool. Et aussi parce que, par exemple, le e-commerce de Carrefour France avait déjà commencé avant 2018 leurs travaux et leur site de e-commerce sur Azure. Et donc, on a gardé Azure d'un côté et Google Cloud de l'autre. Le but est d'avoir à peu près 80-20 en termes de répartition, donc 80 Google Cloud et 20% Azure. Voilà, c'est le but à terme. Vous imaginez que AWS, avec Amazon, c'est un petit peu un concurrent direct du e-commerce de Carrefour, donc forcément AWS est banni chez Carrefour et comme pratiquement tous les retailers, c'est la même chose. Pour parler du sujet, je vais faire d'abord un overview assez au niveau de l'organisation du projet en termes d'architecture. Alors vous l'avez compris, on a des choses très techniques qui sont calculées dans un back-end et puis après on a une présentation que l'on fait à nos clients qu'on va appeler des catman, des catégories managers qui vont gérer des familles de produits et gérer ces assortiments. Et donc en fait pour ça on va avoir un site web. Donc un site web assez classiquement, qu'est-ce que c'est? On va avoir un front-end et puis un back-end, ça va communiquer par API. Jusque-là, rien de magique. Là où il y a des choses qui sont différentes, c'est qu'en fait, ce back-end de l'application va communiquer avec ce qu'on va appeler le back-end analytique. Donc là où toute la partie, toute l'intelligence qu'a présenté Alexandre avec ce coefficient de Joule, avec ce calcul de facteur de silhouette et tout ce qu'on va pouvoir créer au niveau des arbres, tout ça, c'est fait dans le back-end analytics. Et ensuite, la vraie raison de ce projet et de pourquoi on l'a créé dans Google Cloud, c'est parce qu'en fait, l'application Legacy qui existait, parce que malgré tout, l'assortiment, on en fait depuis des années chez Carrefour. Le problème, c'est qu'on le faisait à la main. Ça prenait à peu près 4 mois par an pour faire des assortiments. En général, on le fait avant de négocier avec les fournisseurs. Donc en fin d'année, on négocie avec les fournisseurs. Donc voilà, on le fait pendant l'été et ça dure de juillet à octobre ou à novembre pour faire ça à la main. C'est super long. Et on voulait avoir des trucs plus puissants, faire de la big data. Mais nos applications legacy qui sont encore sur du on-prem, elles ne peuvent pas faire du big data. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une sorte de, pas dire de verrou, mais d'extension de cette application dans le cloud avec Assortment Builder. Et donc on fait tous les calculs. Et une fois que les calculs sont faits, on va les réinjecter dans notre application legacy pour que les process existants chez Carrefour puissent se dérouler comme avant, juste avec des assortiments plus intelligents et plus optimisés. Donc ça, c'est pour le principe global. Si on va sur les briques techniques que l'on a utilisées, on va voir pour un front-end, on va avoir App Engine qui va servir des fichiers statiques. Voilà, on met les fichiers statiques de côté, on les sert avec App Engine, ça coûte 0, c'est parfait. On va mettre un load balancer en face. Pourquoi un load balancer? Parce que d'un côté, on a les fichiers statiques, de l'autre côté, on a les fichiers, ou plutôt la partie dynamique. Donc, mais le code, il faut que le load balancer route la partie statique vers App Engine et la partie dynamique vers Cloud Run. Donc Cloud Run, si vous ne connaissez pas, c'est sur Google Cloud la possibilité de faire tourner des conteneurs en mode serverless. Vous prenez votre conteneur, vous le déployez,
c'est fini, ça scale automatiquement, ça scale à 0, donc si vous ne l'utilisez pas, vous ne payez pas. Voilà, comme je dis, l'application est utilisée quelques mois dans l'année, donc quand ce n'est pas utilisé, il n'y a rien à payer. Et ça scale automatiquement à plusieurs centaines d'instances en parallèle, vous n'avez rien à faire. Et comme toute application, 3 tiers, on a un front, on a un back, on a une base de données, et donc la base de données, c'est du Cloud SQL. Qu'est-ce que c'est sur Google Cloud? C'est une base de données Postgre qui est managée par Google Cloud. Là aussi, on n'a rien à faire, on clique sur un bouton, la base de données, elle démarre. Mais les backups, les snapshots, les restores, tout ça, c'est fait de manière automatique, on n'a rien à gérer. Alors, à quoi elle sert cette base de données? Elle a 2 raisons principales. La première, c'est une base de données faible latence. Ça veut dire que ça va permettre d'avoir un confort pour les utilisateurs quand ils vont sauvegarder des arbres, changer des arbres, revenir sur un arbre en cours de travail, etc. Ça va permettre d'accélérer ce process de chargement et de sauvegarde des arbres. Et la deuxième fonction de cette base de données, alors là je ne vous l'ai pas mis ici, c'est qu'en fait on va avoir un SSO côté Carrefour, donc on a une identité, donc l'identité on le fait avec le SSO de Carrefour. Par contre les permissions, ce qu'on appelle la partie autorisation, en fait c'est dans cette base de données aussi. Quelle catégorie manager a droit à quelle famille de produits, dans quelle région de France, etc. etc. Donc tout ça c'est fait dans la base de données aussi où on a les droits et les permissions à cet endroit-là. Donc c'est cette partie web assez classique en fait, où on sauvegarde, on a des droits et on a un front et un back. Ça, c'est assez classique. À l'opposé, on va voir donc toute la partie analytics. Donc c'est là où on va vraiment rentrer dans la partie analytics de Google Cloud. Donc déjà, vous voyez que sur la droite, on a les données de la France, parce qu'aujourd'hui, on a déployé le produit sur le plus gros pays de Carrefour, c'est la France. Plus pour longtemps, ça va bientôt être le Brésil, mais en tout cas, la France est pour l'instant le plus gros pays, donc on a utilisé les données de la France pour faire cette application. Donc la France a déjà les données sur un BigQuery, sur un data lake qui est propre à la France. On a pris ces données-là, on les a transformées et on les a mis dans notre BigQuery au niveau du groupe. Alors BigQuery, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse base d'analytics. Vous pouvez mettre des téras, des pétas à l'intérieur et vous traitez ça en quelques secondes. C'est assez magique, assez puissant. Faut faire attention au prix, mais en tout cas, c'est un produit qui est vraiment super intéressant. Composer, qu'est-ce que c'est? Composer, c'est un orchestrateur. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un orchestrateur? Donc ça se base sur Airflow, qui est un produit open source. Un orchestrateur, c'est quoi? C'est on va d'abord prendre les données de la France, on les met dans BigQuery. On va lancer une première requête pour calculer le coefficient de Joule. Deuxième requête pour calculer les silhouettes. Troisième requête pour sauvegarder les données ou calculer les KPI. Je ne sais pas, en tout cas, on va avoir cette orchestration de différentes requêtes que l'on fait avec un orchestrateur. Je ne vous ai pas mis ici qu'on avait aussi un scheduler pour démarrer l'orchestrateur à certains moments. Bref, c'est des briques qui vont me permettre de gérer toute la logique métier pour faire les calculs. Ça, c'est la partie en haut. En dessous, on va avoir des Cloud Functions. Donc, Cloud Functions, comme des lambda sur AWS, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de code que l'on démarre. Et typiquement, on a besoin, pourquoi? Quand le back-end du web veut démarrer un nouvel arbre sur une famille de produits, on va faire un appel au back-end Analytics qui va prendre l'arbre, qui va prendre les KPI et qui va le retourner côté front-end, côté utilisateur, pour travailler sur cet arbre qui est en cours. Et enfin, Firestore, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données documents côté Google Cloud, équivalent de MongoDB si on veut, mais beaucoup moins puissant en termes de requêtage. Mais ici, on n'en avait pas besoin, c'est juste vraiment pour faire du stockage de documents, stocker du JSON. Pourquoi? Quand les arbres sont validés côté application web, en fait, les arbres sont sauvegardés dans cette partie Firestore qui va communiquer ensuite avec notre application qui est un legacy. Pour info, c'est du Java, on s'en moque, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour dire que c'est du Java ici. Et pour faire communiquer ces trois éléments ensemble, typiquement, on a mis un API au milieu. Donc API, c'est une gateway, c'est une API gateway qui permet d'interfacer différentes parties et de souscrire à des API. Et pourquoi la souscription est intéressante? C'est parce qu'aujourd'hui, uniquement l'application legacy et le back-end du web ont besoin des informations de l'assortiment. Mais plus tard, on va avoir de l'optimisation ou du store adapter, comme disait Alexandre en introduction, et on va aussi avoir besoin de ces données d'assortiment dans ces applications-là. Et donc, on va simplement se brancher sur notre API Gateway et on va récupérer les informations de la même manière. C'est plus simple d'avoir un hub de connexion plutôt que de se connecter en point à point sur les applications. Donc, c'est ici le principe. Donc ça, on l'a fait, on l'a mis en place, on a fait un prototype, ça marchait bien. Mais il se trouve qu'au groupe, Carrefour Group, on n'a pas d'IT.
Nous, au groupe, en fait, on a rien. Hein, on n'a pas de magasin, on n'a pas de clients, on n'a pas d'entrepôt, on n'a rien. On a des pays. Donc on s'appuie sur les pays. Des idées. Hein? On a des idées. On a des idées, voilà. On n'a pas grand-chose, mais on a des idées. On a des idées et des pays. Donc en fait, on s'appuyait sur la France pour faire ce projet-là. Et la France, eux, ils ont de l'IT, ils ont des personnes, ils ont des équipes. Et les bonnes pratiques de la France, c'est pas de faire du serverless, comme je vous ai présenté ici, c'est d'avoir un cluster Kubernetes qui est managé par les équipes de la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont manager un cluster Kubernetes pour Google, un pour Azure, et en fait, ce sera transparent pour les équipes. Et c'est vrai que nous, côté assortment builder, pour nous, c'est comme si c'était du serverless. On ne gère pas le cluster, on s'en moque, on prend le conteneur, on ne le déploie pas sur App Engine, on le déploie sur ce qu'on va appeler OneCAS, c'est le nom que l'on a chez Carrefour. Et en fait, pour nous, développeurs, c'est serverless. Mais au point de vue de Carrefour, il y a quand même des équipes chez Carrefour qui managent le cluster GKE. Mais au final, c'est pareil. Je ne dis pas qu'à terme, on ne rebasculera pas sur du serverless, mais pour l'instant, tant que c'est la France qui fait notre run de l'application, on va récupérer leurs bonnes pratiques et leur façon de travailler. Voilà pour la partie architecture et comment ça fonctionne aujourd'hui. Alors, mais le futur, qu'est-ce qui nous attend? Déjà, quels sont les résultats? Donc, comme l'a dit Guillaume, nous, pour le contexte, c'est qu'il y a eu un développement du coup, de l'outil la première partie de l'année, donc avec une première itération qui a été mise en production en août. Donc, on a déjà 2-3 mois de recul et de feedback utilisateur. Donc là, on a un peu le suivi un peu des métriques métiers en fait, et du coup, on peut, à partir de cette slide-là, on va avoir 3 informations importantes. D'abord, le premier, vous avez du coup à gauche l'état en fait des UBC avant l'utilisation de l'outil et à droite après. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe sur ces graphes-là? En fait, ce qu'on veut, c'est avoir moins d'UBC, donc une rationalisation des UBC qui soit mieux définie, et on veut éviter 2 choses. On veut éviter d'avoir trop d'UBC unitaire, donc avec uniquement un seul produit, parce que souvent, du coup, côté process, c'est que pour un nouvel outil, pour un nouveau produit, en fait, on ne sait pas trop le placer dans la base existante, et du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent une nouvelle, et du coup, ça fausse un peu, du coup, la couverture des UBC au niveau de l'assortiment, parce que du coup, une UBC avec un seul produit, ça veut dire que le produit doit être présent obligatoirement pour couvrir le besoin. Donc il y a tout un travail déjà de re-rationalisation et de redéfinition en fait, de l'existant pour bien étaler et d'avoir dans l'idéal une UBC à 4-5 produits. Ça veut dire que du coup on a le choix. Et à contrario, du coup, on veut aussi ne pas avoir des UBC qui soient trop denses, avoir plus de 15 produits. Parce que ça veut dire que du coup, dans cette UBC, souvent on va avoir des produits qui ne répondent pas forcément aux mêmes besoins. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous avez la partie automatisation. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, le but de l'ensemble des projets, c'est de couvrir 80% d'automatisation de process de l'assortiment. Et du coup, vous avez en haut à droite, on a à peu près... Aujourd'hui, on couvre à peu près 25% sur la première itération. Du coup, c'est vraiment la première étape vers du coup, une automatisation massive des process. Donc voilà un peu pour les différents feedbacks et les différents en fait, retours métiers, enfin les premiers retours métiers. Et le but, c'est d'avoir un cycle itératif qui fait que du coup la prochaine version sera meilleure et on continuera du coup à répondre aux objectifs souhaités. Alors ça, c'était pour la partie métier. Après, en termes tech, quelles sont nos ambitions? En fait, je dis, nous, on est au niveau du groupe. Et donc, le but du groupe, c'est de faire des produits pour tous nos pays. Aujourd'hui, on a commencé avec la France, parce que c'est un gros pays qui était représentatif, avec plein de clients, plein de tickets, plein d'expériences aussi, avec pas mal de choses. Donc, on a fait un produit pour la France. Et là, le but est d'étendre ce produit à tous nos pays. Donc, déjà, les pays européens, ce que vous voyez, donc on est 6 pays en Europe, donc la France et 5 autres. Et on va donc prendre l'application et redéfinir un standard de définition des UBC, de définition des produits, de définition des règles de nommage. Comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, c'est qu'il y avait des nommages automatiques des familles de produits et des UBC. Donc ça, c'est très bien pour la France. On prend la Belgique.
Ils ont deux langues, ils ont du flamand, ils ont du français. Donc comment est-ce qu'on fait pour générer des choses automatiques avec des produits moitié flamand, moitié français? C'est compliqué. On a des choses qui n'existaient pas en France, qu'on va voir apparaître dans d'autres pays. Donc voilà, on est un petit peu embêté. On a des produits régionaux en France, parce qu'on a plein de régions en France, on est un grand pays, donc on peut avoir des produits, par exemple de l'Alsace. J'étais très content de manger des bredels ce matin, ça c'est cool. Par contre, quand on va en Belgique, le pays est tellement petit qu'ils n'ont pas d'assortiments régionaux aussi. Donc voilà, on a des différences entre les produits. Et le challenge est de dire on va arriver à avoir un métamodèle commun à tous les produits et on va faire tourner les mêmes algorithmes en fonction des spécificités, en fonction des habitudes de clients de chacun de ces produits, de chacun de ces pays, évidemment. Mais en tout cas, on va prendre la même façon de travailler. On va tous travailler de la même manière et le même produit. Un seul déploiement, une seule application, une seule évolution, une seule maintenance. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le challenge qui va commencer dès la fin novembre. Donc là, on est en plein dans le dur. Et il y aura bien sûr donc cette flèche bleue qui revient comme ça. Une fois que les assortiments sont définis au niveau de cette application, il va falloir réintégrer ces informations dans les pays, comme on l'a vu avec la France, parce que les process de chaque pays doivent prendre en compte ces nouveaux assortiments pour les commandes aux fournisseurs, pour les organisations des magasins, pour tous leurs process au quotidien et tous leurs métiers qu'ils connaissent sûrement bien mieux que moi, eux qui sont sur le terrain tous les jours. Donc c'est ça le challenge de 2023. On est dessus, on va y arriver. On a toujours besoin de monde pour nous aider à faire ça. Donc voilà, on est à fond là-dessus pour ça et pour autre chose. Donc voilà, c'est le but de 2023. Et si vous voulez nous rejoindre, on sera ravis de vous accueillir. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre attention, pour votre présence ici. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ici, maintenant, si vous êtes plus timide plus tard dans les couloirs, on est là aujourd'hui, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci encore, et puis à bientôt. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros ou pas. Oui. Les transactions, oui. Alors, du coup, pour les cartes fidélité, en fait, pourquoi c'est utilisé, c'est pour vraiment identifier, en fait, à travers le temps, en fait, qui achète quoi, et pas forcément d'avoir, en fait, de l'identifier qu'au ticket. C'est-à-dire qu'une personne qui va sur plusieurs jours, si je veux savoir, du coup, si elles achètent différents produits de différentes gammes différentes, en fait, j'ai besoin d'avoir d'identifier et de savoir que c'est la même personne. Donc, pour compute, c'est la similarité des produits. Donc ça, c'est pour l'utilisation. Donc il y a un biais évident qui est que forcément il y a la population des encartés qui est quand même plus fidèle que la population globale. Et du coup, il y a un biais évident qui est que peut-être la consommation du coup des encartés diffère de la population générale. Ça, du coup, nous, on en est conscient sur la partie physique. Sur la partie e-commerce, ça va être un peu moins le cas parce qu'en fait, tout est identifié par le compte. Mais c'est quelque chose qu'on prend en considération et qu'on n'a pas forcément on ne peut pas le bypasser, ou en tout cas, on ne peut pas le contourner. Et la seconde question, si je ne me trompe pas, tu peux juste me rappeler ? Ouais. Qui est le fait qu'aujourd'hui, les utilisateurs ils achètent par rapport à l'assistiment qui est déjà fait. Oui. Du coup, oui. Alors du coup, nous, pour avoir cette similarité, on se base aussi du coup sur les données historiques. Et c'est vrai que
concrètement, le besoin, à travers les années, diffère. Par exemple, en ce moment, la situation est très portée sur l'inflation. Du coup, les méthodes de consommation diffèrent à travers les années. L'année dernière, il y a 2 ans, c'était par rapport au Covid, donc il y a des biais. Donc ça, on essaye a priori un peu de débiaiser et de voir un peu les tendances, et on regarde un peu en mode les prédictions de la demande, en fait, les parties qui sont biaisées par rapport aux années précédentes. Et là, on essaye un peu de débiaiser par pré-processing. Mais il y a aussi un sujet, typiquement, quand il y a des nouveaux produits, ce qu'on appelle des innovations, les produits, on ne sait pas s'ils vont être achetés ou pas, s'il y a des similarités. Donc mais là aussi, il y a des process particuliers pour intégrer ces nouveautés, même si on n'a pas d'historique et de connaissance des produits. Donc voilà, il y en a toujours des petites exceptions, des petites choses à faire. Et même, même à la granularité magasin, il peut y avoir aussi des événements un peu promotionnels qui font que du coup, sur une certaine période de temps, il y a un produit qui va se vendre beaucoup moins, mais parce qu'en fait, il y a un produit substituable qui est en promotion, et du coup, on est conscient qu'il y a énormément de biais, et on en a conscience, on essaye un peu de traiter un peu la globalité, mais on sait que de manière très dogmatique, on ne peut pas tous les contourner. Kevin. Ok, d'accord, très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Vous donnez accès aux résultats de vos analyses? Est-ce que vous donnez au magasin directement, au manager des magasins, ou est-ce que vous donnez globalement à la France et ça ne va pas plus loin? Est-ce que tu peux remettre le slide avec avec tous les projets? Ah oui, ok. Mais en fait, pour répondre à la question, c'est que le projet est divisé du coup en 2. Il y a la partie nationale, donc qui va être mise à disposition au siège, aux utilisateurs qu'on appelle les catégories managers. C'est eux qui vont définir en fait l'assortiment national, l'assortiment qu'on aura dans tous les magasins. Et ensuite, on a le miroir, donc la partie 4, le Store Adapter, qui va lui être aussi intégré dans l'outil, mais qui sera au niveau du magasin et du coup qu'on va fournir au magasin. Et comme ça, en fait, il y a la première partie nationale, ça va être un peu toutes les références, les top références, par exemple, tout ce qui est Coca-Cola, etc. On sait qu'on en veut dans tout, au niveau national. Par contre, pour toutes les spécificités régionales, locales, par exemple les bretzels, les bretzels ou le Bretz Cola en Bretagne, du coup ça va être du coup dans l'outil, mais à la granularité magasin pour prendre en compte du coup la spécificité des clients. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je ne vois pas. Ok, en tout cas, merci encore, merci pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous. Merci à vous.